Pendant ce temps-là, la délivrance des actes d'état civil est désormais gratuite au Sénégal. Le chef de l'État Macky Sall a pris la décision de rendre gratuite la délivrance des actes d'état civil ce 3 février 2017 en promulguant le décret numéro 2017-229 portant dispense des droits de délivrance des jugements rendus à l'occasion des audiences foraines session 2017. Cette décision vise à faciliter l'accès aux actes d'état civil à tous les Sénégalais, surtout à ceux qui se trouvent en zone rurale. A précisé qu'une circulaire du 12 janvier 2017 du ministère de la Justice fixait à 600 francs le titre des droits de délivrance d'actes d'état civil. Pendant ce temps-là, à l'hôpital Aristide de Dantec de Dakar, patients et personnel en danger, et c'est le professeur Mamadou Diop qui le fait savoir. M. Diop, directeur de l'Institut du cancer, fait une radioscopie sans complaisance de la panne de l'appareil de radiothérapie de l'hôpital Aristide de Dantec. Cette machine est tombée en panne à plusieurs reprises et elle ne répond plus aux critères d'efficacité ni de sûreté. En somme, son usage expose les malades et le personnel à la radioactivité. C'est pourquoi M. Diop et son équipe ont demandé son arrêt. En attendant, la balle est dans le camp des autorités qui doivent prendre les mesures idoines afin de pallier ce problème. Pendant ce temps-là, le président de la République Macky Sall a reçu hier la vice-présidente de la Gambie Fatoumata Diallo Tambadjan. Celle-ci a remercié le chef de l'État pour son rôle dans la gestion de l'impasse politique post-électorale en Gambie. Selon la vice-présidente, les deux pays comptent également revitaliser leur coopération. Pour la Gambie, les urgences ont pour nom réforme constitutionnelle et judiciaire, réforme de l'économie et surtout rétablir la cohésion sociale. Pendant ce temps-là, la justice américaine gèle le décret anti-migration sur tout le territoire. Vendredi 3 février, un juge fédéral de l'État de Washington, dans le nord-ouest des États-Unis, a bloqué le décret anti-migration signé par Donald Trump il y a une semaine. Ce décret vise 7 pays à majorité musulmane et suscite l'indignation à travers le monde, alors que les compagnies aériennes reprennent des passagers visés par le décret du président. Celui-ci a jugé sur Twitter ridicule la décision du juge et a annoncé sa prochaine invalidation. En attendant, la diplomatie américaine est revenue sur la révocation des quelques 60 000 visas concernés. Les points clés du décret, ce sont la fermeture des frontières des États-Unis aux réfugiés pendant 4 mois et aux ressortissants de 7 pays à majorité musulmane pendant 3 mois. Depuis une semaine, d'autres juges fédéraux avaient déjà obtenu que des personnes retenues dans des aéroports américains, malgré des titres de séjour en règle, puissent entrer dans le territoire des États-Unis. Mais la décision du juge Robert de l'État de Washington est celle dont la portée est la plus vaste. Selon le New York Times, le gouvernement américain a autorisé les compagnies aériennes à accueillir à leur bord les personnes bloquées depuis une semaine. Plusieurs compagnies comme Air France ou encore Qatar Airways ont déjà annoncé qu'elles allaient réembarquer des passagers ressortissants des 7 pays interdits d'entrer aux États-Unis. Suite à la demande de rétablir l'application du décret migratoire, la Cour d'appel de Los Angeles a rejeté tôt ce dimanche 5 février la demande de l'administration de Trump. Pendant ce temps-là, l'opposant historique de la République démocratique du Congo, Etienne Tshisekedi Wamulumba, est mort ce mercredi 1er février 2017 à Bruxelles des suites d'une embolie pulmonaire à l'âge de 84 ans. Capricieux, incontrôlable, imprévisible, Tshisekedi avait réussi à incarner une sorte d'icône de l'opposition congolaise depuis près de 40 ans. Au régime du maréchal Mobutu tout d'abord, qui régna d'une main de fer pendant 30 ans, puis à celui de Kabila, père et fils, qu'il a combattu pendant les 2 décennies suivantes. Premier diplômé en droit du Congo, Etienne Tshisekedi rallie d'abord le régime de Mobutu, qui s'impose par un coup d'État à l'aube des années 60, acceptant ainsi de figurer parmi ceux qui vont signer la mort de Patrice Lumumba, le héros de l'indépendance. Et puis soudain, en 1980, pour des raisons obscures, il bascule dans l'opposition.
La chute de Mobutu en 1996 aurait pu le rapprocher du pouvoir. Il ne s'entend guère plus avec le nouveau maître de Kinshasa, Laurent Désiré Kabila. Rien ne change avec l'assassinat de Kabila père en 2001, aussitôt remplacé par son fils Joseph Kabila. L'annulation des élections prévues courant 2016 et le compromis laborieux de transition qui se met actuellement en place n'avaient pas affaibli sa position, mais sa santé déclinante avait déjà conduit à proposer son fils Félix plutôt que lui au poste encore à pourvoir de Premier ministre. Pendant ce temps-là, au 28e sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba, ce lundi 30 janvier 2017, le président guinéen Alpha Condé a été désigné par ses pairs pour succéder à son homologue tchadien Idriss Déby Itno à la présidence tournante de l'organisation. Je tiens à féliciter mon frère Alpha Condé, élu à la tête de l'Union africaine, a solennellement déclaré le président sortant de l'Union africaine, Idriss Déby Itno, avant de passer le relais au président guinéen. Suite à son élection, Alpha Condé a prononcé un discours de circonstance très consensuel. Conformément au statut de l'UA, il assumera sa fonction pendant 1 an. Avant cela, la présidente de la commission, Nkosana Delani Zuma, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le vice-président cubain Miguel Díaz-Canel, le président Raúl Castro avait d'abord été annoncé sur son texte primé. Madame Zuma a rendu un hommage vigoureux à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et à sa présidente en exercice, Ellen Johnson Sirleaf, pour sa contribution au règlement de la crise en Gambie. Sirleaf a reçu une distinction des mains de Idriss Déby Itno et de Nkosana Delani Zuma pour s'être tenu aux côtés du peuple gambien et avoir défendu les principes fondateurs de l'UA. Adama Barrow, le nouveau président de la Gambie, rentré à Banjul le 26 janvier, n'a pas fait le déplacement. Il était remplacé dans l'assistance par sa vice-présidente Fatoumata Tambadjan. Lors de ce sommet de l'UA, Moussa Faki Mahamat a été élu à la tête de la commission de l'Union africaine. En élisant le chef de la diplomatie tchadienne, l'organisation panafricaine a voulu reconnaître l'engagement du Tchad dans la lutte contre le terrorisme sur le continent. Le tempérament de M. Faki Mahamat, chef de la diplomatie tchadienne depuis 2008, le porte en effet plutôt au compromis et au respect de la volonté des chefs d'État, ces nouveaux patrons qui n'avaient guère apprécié les velléités d'indépendance de la commission portée par le Malien Alpha Oumar Konaré entre 2003 et 2008. Juriste formé en France, le nouveau président de la commission de l'UA, 56 ans, aura occupé tous les postes politiques prestigieux au Tchad, passant de directeur de cabinet civil du président Idriss Déby Itno en 1997 à président du Conseil économique et social en 2008, après avoir été Premier ministre entre 2003 et 2005. Décrit comme un homme sobre et travailleur par ses proches, le chef de la diplomatie, qui s'exprime généralement d'une voix calme et posée, aura besoin de tout son talent de négociateur pour concilier les intérêts souvent divergents des 55 pays membres de l'Union, mais aussi ceux des 5 sous-régions. Lui qui a réussi la prouesse admirable de rester pendant 8 ans ministre des Affaires étrangères de l'imprévisible président Idriss Déby, devra relever le défi de redresser une commission de l'Union africaine affaiblie par les 4 années de gouvernance erratique de la sud-africaine Nkosana Delani Zuma. Quant à la non-élection du professeur Abdoulaye Bathily à la commission de l'UA, le Sénégal regrette l'absence de solidarité régionale. C'est une analyse froide et sereine que Dakar a fait de l'échec de la candidature du professeur Abdoulaye Bathily à la présidence de la commission de l'Union africaine. Pour le chef de la diplomatie sénégalaise Mankeur Ndiaye, le Sénégal a fait tout ce qu'il fallait faire pour que cette candidature soit une réussite, mais il regrette l'absence de la solidarité régionale au sein même de la CEDEAO. Lors du 28e sommet de l'UA à Addis Abeba, les chefs d'État de l'Union africaine se sont prononcés en faveur du retour du Royaume du Maroc dans l'organisation, malgré les réserves de l'Algérie et de l'Afrique du Sud en raison du conflit sahraoui. Pendant ce temps-là, le président angolais José Eduardo dos Santos, au pouvoir depuis 1979,
ne se présentera pas aux élections générales prévues cet été. Cette fois, c'est officiel. Il l'a dit lui-même ce matin à l'ouverture d'un congrès extraordinaire du MPLA, son parti. Il cède sa place à son actuel ministre de la Défense. C'est un tournant dans l'histoire de l'Angola puisque José Eduardo dos Santos, c'est 37 ans de pouvoir, une longévité que seul l'équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema peut se targuer de dépasser, et encore d'un petit mois seulement. Alors la rumeur était insistante depuis début décembre. En interne, Eduardo dos Santos avait annoncé à ses partisans son intention de céder la main sur fond de rumeurs autour de son état de santé. Il a 73 ans et les spéculations allaient bon train sur le nom de son possible successeur. L'actuel ministre de la Défense, João Lourenço, un fidèle du régime, était cité parmi les favoris. C'est donc lui que le comité central du MPLA a désigné ce matin pour succéder à Dos Santos en tête de liste pour les législatives prévues en août prochain. Pendant ce temps-là, au Tchad, le président Idriss Déby annonce que les élections législatives n'auront pas lieu avant 2019. Les députés tchadiens élus en 2011 devraient se présenter à nouveau devant les électeurs, mais pour des raisons pratiques, la législature a été prorogée pour une durée indéterminée. Jeudi, au cours d'une conférence de presse, le président tchadien explique qu'en raison de la crise que traverse le pays, organiser des élections législatives n'est pas à l'ordre du jour. Pendant ce temps-là, Benoît Hamon deviendra officiellement candidat du PS ce dimanche 5 février 2017 en France. C'est sa première épreuve de feu. Benoît Hamon est investi candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle ce dimanche 5 février 2017 à la Mutualité à Paris. Le vainqueur de la primaire du Parti socialiste et de ses alliés doit prononcer le discours qui lancera officiellement sa campagne, alors que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon vont s'exprimer à Lyon dans le même temps et que l'on dénombre quelques absents de marque dans les rangs du parti de la majorité. Pendant ce temps-là, l'affaire Penelope Gate, le candidat à l'Élysée, François Fillon, assure qu'il tiendra bon, même s'il dit comprendre le trouble provoqué par les révélations sur les emplois présumés fictifs de sa femme Penelope. L'enquête judiciaire a beau se poursuivre et même s'intensifier, François Fillon, contre vents et marées, reste imperturbable. Hier, le candidat de la droite a participé à une séance photo pour sa prochaine affiche de campagne présidentielle, puis a discuté avec quelques ténors de son parti et enfin enregistré un message vidéo à l'attention des militants. Objectif, démontrer qu'il n'a pas l'intention de céder malgré les soupçons d'emploi fictif qui pèsent sur plusieurs membres de sa famille. Pendant ce temps-là, attentat du Louvre, le portable de l'agresseur livre ses premières informations. Le Louvre a rouvert ses portes ce samedi 4 février avec une affluence normale malgré l'attaque au couteau qui a eu lieu hier, vendredi 3 février, contre les soldats de l'opération Sentinelle, attaque qui avait entraîné la fermeture du plus grand musée du monde. Une enquête pour terrorisme a été ouverte par le procureur de Paris et si l'identité de l'assaillant est encore sujette à caution, des éléments laissent à penser qu'il s'agirait d'un Égyptien de 29 ans. L'homme a été blessé lors de l'agression, mais son pronostic vital n'est plus engagé. Pendant ce temps-là, en Ligue 1 française, Monaco noie Nice. À l'occasion du très attendu derby de la Côte d'Azur, le club de la Principauté a frappé un grand coup en disposant nettement de Nice 3-0. Une semaine après son nul au Parc des Princes 1-1, l'AS Monaco a pris le meilleur sur son autre rival dans la course au titre, au terme d'un choc qui a basculé en seconde période. En Ligue 1 anglaise, Chelsea humilie Arsenal. Chelsea est irrésistible. Vainqueur pour la 19e fois en 24 journées, les Blues filent plus que jamais vers le titre. La question est maintenant de savoir qui va bien pouvoir arrêter la formation d'Antonio Conte. Par Arsenal logiquement battu 3-1 à Stamford Bridge ce samedi 4 février 2017. Liverpool de Jürgen Klopp a été battu par Hull City sur le score de 2-0.
Cette nouvelle défaite compromet l'essence des Reds dans la course au titre. Pendant ce temps-là, à la surprise générale, ce dimanche 5 février 2017, les Lions indomptables du Cameroun remportent la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon en surclassant l'Égypte en finale. Plus tôt ce samedi 4 février, le Burkina Faso a pris le dessus sur le Ghana sur le score d'1-0 lors de la petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 et se classe ainsi 3e derrière le Cameroun et l'Égypte. Pendant ce temps-là, le temps passe et s'écoule. Telesenegal.com ci kaw ci kanam ba mu nekk international moom laa bëgg nag ngeen def ko telesenegal.com moo ko yor.